Bienvenue dans votre bulle d'harmonie, une bulle pour les parents et pour tous ceux qui cherchent un peu plus de bien-être et de sérénité en famille. Vous avez déjà remarqué ces enfants qui ne tiennent pas en place, qui coupent la parole, qui semblent ailleurs ou au contraire qui partent dans tous les sens. Ces enfants à qui on a parfois l'impression de devoir répéter 10, 20, 100 fois les mêmes choses sans que ça change vraiment. Et très vite, on les qualifie de terribles, d'enfants insupportables, d'enfants pas comme les autres. Et ensuite, les interrogations. C'est un hyperactif jusqu'au jour où on entend parler de TDAH. Mais alors, est-ce qu'on parle d'un vrai trouble ou est-ce qu'aujourd'hui, on met un peu trop facilement cette étiquette sur nos enfants? Parce qu'entre un enfant dynamique, un enfant opposant et un enfant qui a un réel trouble de l'attention, la frontière n'est pas toujours claire. Et pourtant, derrière ces comportements, il y a souvent quelque chose de beaucoup plus profond. Une manière de fonctionner différente, une difficulté à réguler son attention, ses émotions et son impulsivité. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qu'est vraiment le TDAH, comment le reconnaître et surtout comment accompagner nos enfants sans les enfermer dans une case. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Maj qui est neuropsychologue, psychopédagogue et psychologue du développement. Et bonjour Maj, bienvenue dans Bulle d'harmonie. Bonjour Djamila, merci. Et avant de commencer, je tiens aussi à remercier chaleureusement le Gondwana Hotel à Nouméa qui nous accueille pour l'enregistrement de cet épisode. Pour commencer simplement, Maj, qu'est-ce que c'est le TDAH ? C'est connu comme étant un trouble de l'attention. On se concentre souvent sur le problème attentionnel, alors qu'en vérité, ce n'est pas forcément l'attention qui pose toujours problème. C'est l'ensemble des fonctions exécutives que sont la planification, l'inhibition, l'organisation, la flexibilité mentale, l'attention et la mémoire de travail. Donc ça englobe en fait une façon d'exécuter les choses, plusieurs fonctions cérébrales autour de l'attention. Ok. Concrètement, en vulgarisant un petit peu, ça donne quoi un enfant TDAH dans son quotidien ? C'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même plusieurs profils de TDAH. Il y a plusieurs formes de TDAH, en fait, tu dis ? Oui, C'est puis ça a une façon de s'exprimer différente selon les enfants, selon l'environnement, l'âge, le genre. Le genre va influencer le trouble ? Oui, il est sûr Qu'on soit une fille ou un garçon, c'est pas pareil, on n'observe pas du tout les mêmes choses, c'est ça ? Non, chez les petites filles, c'est reconnu dans certaines études qu'elles sont moins diagnostiquées parce que beaucoup plus de compensation. Chez les filles, c'est assez reconnu qu'il y a plus de problèmes au niveau de l'attention. Donc, on va avoir des petites filles qui décrochent en classe, mais on a beaucoup moins dans nos cabinets. On repère pas, en fait, c'est ça ? Voilà, on repère pas. C'est des petites filles sages en classe, en tout cas, voilà. Et les petits garçons, c'est différent. On va avoir plus de petits garçons avec des plaintes. Les enseignants le trouvent agité. Parfois, on a des comportements d'opposition, ça c'est autre chose. Surtout beaucoup d'agitation, de difficultés avec le cadre, difficultés dans la gestion de la tâche, qui va après prendre diverses formes. Oui. Tu parlais d'opposition, tu fais référence au TOP peut-être aussi, ou qui est une chose encore différente ? Oui, le trouble oppositionnel avec provocation, il est très comorbide avec le TDA. On peut avoir un trouble de l'attention sans avoir un trouble oppositionnel avec provocation. Mais en effet, c'est une comorbidité qui existe beaucoup. D'accord, ok. Et oui, parce que tu dis TDAH, parce qu'il peut y avoir on peut être juste TDAH avec ou sans hyperactivité, c'est ça, Maj ? Exactement, il y a trouble de l'attention et trouble de l'attention à prédominance hyperactive et impulsive. C'est pas la même chose. Et qu'est-ce que c'est que l'hyperactivité, justement ? Quels sont les signes ? Je pose la même question pour le trouble de l'attention aussi, mais comment on reconnaît un enfant hyperactif ? L'hyperactivité, après, c'est subjectif. Même nous, les psys, les neuropsychologues, on n'a pas forcément de critères hyper stables, mais on voit quand même une agitation motrice qui sort du cadre et qui surtout ne bénéficie pas à l'enfant. On sent qu'il subit son agitation.
Oui, c'est pas vraiment quelque chose... parce que nos enfants, ils ont ce besoin de mouvement, ce besoin de bouger. C'est très dur pour eux de rester, ne serait-ce qu'à table pendant plus de 15 minutes. Mais comment les parents peuvent reconnaître ce côté où là, comme tu dis, il subit son besoin de bouger, justement? C'est intéressant. Je vais essayer de répondre, mais je pense que les parents le ressentent quand même, entre un enfant qui est agité, qui va vraiment explorer... voilà. Et parce qu'il peut y avoir des enfants dynamiques ou juste des enfants tout simples. Et on l'entend beaucoup que l'hyperactivité, c'est un peu un abus de langage. Maintenant, on le dit beaucoup. Ah non, mais ça, c'est un hyperactif. Ah non, mais il doit être hyperactif. Alors que c'est juste un enfant qui a juste besoin de bouger, en fait. Oui. Après, moi, en soi, dans mon cabinet, j'ai plus de demandes au niveau de l'attention et des difficultés de gestion de la tâche que l'hyperactivité. L'hyperactivité, elle vient toujours en second plan. Mais les enfants, je veux dire... eux-mêmes, on sent, je vais répéter, qu'ils subissent ça, mais en tout cas, dans le bureau, ça prend vraiment un bureau place. qui est petit. Ouais. Il va bouger, il va gesticuler. Plus que ça, oui, non, plus que ça. Il va se retourner sur sa chaise plusieurs fois. Ça, c'est normal. Un enfant qui gigote, qui se tortille, c'est ce qu'on demande au bout de 2 heures de bilan. Et s'il ne fait pas ça, là, il y a inquiétude. Okay. Un enfant qui saute du pouf à la chaise 3 fois, qui ouvre la fenêtre, qui se relève, qui prend 3 livres, qui se rassoit, qui se rallonge, qui saute du pouf à la chaise, interrogation quand même. Ok, donc là, les parents peuvent s'alerter. Les parents peuvent s'alerter et... on n'a pas forcément de critères diagnostiques au niveau de l'hyperactivité. On ne compte pas le nombre de mouvements par minute, bien sûr. Mais c'est quelque chose voilà, qui va être subjectif, certes, mais au final, en tant que parent, je pense qu'ils le sentent. Nous, en tant que professionnels, on le sent. Et l'enfant va même parfois l'exprimer, surtout chez les adolescents. Ok. Et donc, oui, on peut avoir un enfant hyperactif, pas forcément TDAH, donc pas forcément avec un trouble de l'attention. Et inversement, on peut avoir un trouble de l'attention sans hyperactivité, c'est ça? Ou avec? Non, l'hyperactivité, elle peut être un symptôme de beaucoup de troubles psychiques. D'accord, ok. Bon. Mais dans le trouble de l'attention avec hyperactivité, on a le trouble d'attention sans hyperactivité ou avec hyperactivité. D'accord. On dit souvent que l'hyperactivité, quand il y en a, elle vient réguler le système nerveux pour qu'il puisse se concentrer, l'enfant. Donc on va avoir une attention au bilan qui va être plutôt bonne, mais au prix d'une agitation motrice assez considérable. Après, elle est au service de son attention, en fait, un petit peu. Oui. Oui, tout le monde fait ça en soi. Quand on est stressé, qu'on essaye de se concentrer, la jambe, elle va trembler. Ça sert aussi à canaliser. Oui. Ça, c'est normal, à petite fréquence, de façon ponctuelle. Pas tous les jours, pas tout le temps. Et voilà, après, l'hyperactivité, qui ne s'appellera pas comme ça, mais une agitation motrice exacerbée, ça peut être aussi en lien avec d'autres pathologies. Mais chez les enfants, ça va être beaucoup relié aux troubles de l'attention, en tout cas ceux qui viennent dans mon cabinet, parce que je fais ce métier. Oui. Et justement, toi qui fais ce métier, est-ce que tu as l'impression que, parce qu'on entend un peu plus parler, et heureusement, je pense, de TDAH, est-ce que pour toi c'est un effet de mode ou c'est au contraire, il y a une meilleure compréhension des enfants aujourd'hui avec ce trouble? La question est très intéressante. Je l'ai abordée hier avec une patiente avec qui on a énormément rigolé. J'avais cette dame dans mon bureau qui est d'une autre génération et qui me disait mais c'est n'importe quoi, elle l'a vraiment pas exprimé comme ça, c'était plein de bienveillance, mais un peu avec moquerie, on a vraiment rigolé, qu'on en faisait trop. On a tous un peu ce sentiment que maintenant, on a l'impression que tous les enfants sont TDAH, que tous les enfants, on cherche à mettre une explication sur leur comportement. Je pense que je serais dans l'abus si je disais que j'avais une réponse, donc je vais rester dans l'humilité, mais je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui amplifie le diagnostic aujourd'hui. On est dans une société qui permet ce confort que d'aller se faire un bilan neuropsy, des questionnements qu'on n'avait pas avant. Je pense que quand même, après phase Covid, il y a eu une hausse de l'importance de la santé mentale avec une levée du tabou, en tout cas en partie, qui a aussi bénéficié à la psychologie. Il y a l'école qui a été, je pense, un petit peu questionnée ces dernières années quant à son fonctionnement. Et qui, je sais pas, j'ai un peu l'impression, moi, ça n'engage que moi, que l'institution scolaire se remet en question, mais en tout cas, aujourd'hui, sont prêts à faire des aménagements, à s'adapter aux élèves. Parce qu'ils doivent bien voir qu'ils n'arrivent pas peut-être à enseigner. En tout cas, il y a des enfants de plus en plus nombreux qui n'arrivent pas à enseigner, tenir. Voilà, comme à tout le monde, quoi. Il y en a qui ne rentrent pas dans le moule, comme on dit, quoi. Exactement. Donc, je pense qu'il y a un effet de mode, ça c'est certain, je ne peux pas le nier. Et je pense qu'il y a plein de facteurs qui bénéficient
cette pas surdiagnostic, mais au taux énorme de diagnostic ces dernières années. Et également, la dame hier avec qui on a eu une conversation qui était assez rigolote quand même. Et à un moment, c'était une ancienne enseignante, et je lui dis, et vous arriviez donc du coup, elle avait à l'époque apparemment des classes de 40 élèves ici, là, à Nouméa. Et je lui dis, et du coup, est-ce qu'à l'époque, parce que je lui dis, madame, je vais vous reposer la question, moi j'ai que 30 ans, je ne sais pas, en fait, si à 50 ans, il y avait moins de TDA, je ne peux pas vous le dire, je n'étais pas là. Et je lui dis, est-ce que vous arriviez à tous les tenir, ces enfants en classe ? Ou est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà des enfants en classe qu'on repérait comme ça, 3-4 ? Elle m'a dit, ah non, ils ont toujours existé. Donc, je tiens quand même à penser qu'on est plus dans une meilleure prévention et un meilleur repérage du TDA, même si nos biais, forcément, influencent le diagnostic. Et parfois, on peut aussi... être trop... voilà, peut-être qu'on s'en regarde un peu plus aujourd'hui qu'avant, et parfois des questionnements qui n'ont pas lieu d'être, mais en tout cas, je pense que ça bénéficie à la plupart des gens qui ont ce bilan neuropsy. Oui, parce que quand tu reçois dans ton cabinet des enfants que tu vas diagnostiquer, est-ce que souvent tu peux remarquer que dans l'entourage, en tout cas, ou dans les parents de l'enfant, il y a aussi des profils TDAH, et du coup, là, je t'amène sur la partie, est-ce qu'il y a une part génétique ? Parce que du coup, ces parents d'aujourd'hui, qui ont certainement une quarantaine d'années, ou peut-être un petit peu plus, ils étaient peut-être dans la classe de cette dame dont tu parlais, et qui faisait peut-être partie de ces enfants terribles, de ces enfants qu'on cataloguait, qui étaient peut-être aussi en échec scolaire. Et est-ce qu'il y a une part génétique ? Oui, alors, juste, je reprends quelque chose. Oui. Moi, je ne diagnostique pas, je ne suis pas médecin, ça, je tiens à le dire. On fait des bilans, on appuie fortement, on n'appuie pas l'hypothèse du trouble de l'attention, le pédopsychiatre ou le médecin traitant est là après pour appuyer ou confirmer ce diagnostic ou pas. Voilà. Je tiens à le dire parce que souvent, c'est un peu une erreur aussi que les parents font, et toujours, on le dit en amont du bilan qu'il n'y aura pas de diagnostic, même si c'est notre bilan, en tout cas le mien, j'écris si oui, c'est cohérent avec un TDA ou pas. Et deuxièmement, oui, il y a une grosse part de génétique. C'est un trouble neurodéveloppemental, ce qui veut un peu tout dire et rien dire, parce que la plupart, je pense, je ne sais pas, des syndromes, peu importe, viennent de les génétiques et de l'environnement, donc neurodéveloppemental. Mais oui, le trouble de l'attention est génétique, et c'est assez rigolo, parce que parfois, j'ai des parents qui viennent diagnostiquer leur enfant, et une heure après, ils font « Ah, mais en fait, je parle de moi, là. Donc, je vais venir pour moi la semaine... » Voilà. Et après, ils reprennent rendez-vous pour eux. Oui, c'est très minoritaire comme partie de parents. Mais il y en a. Et en effet, je retrouve des adultes qui ont été en grande souffrance dans la scolarité, qui l'ont souvent arrêté tôt et qui aujourd'hui, je pense, regrettent un peu. Et en même temps, voilà, il y a deux profils. Soit ils regrettent de ne pas avoir été diagnostiqués, je pense, compris. Et après, il y a ceux qui ne veulent pas en entendre parler, c'est une invention, parce que je pense que ça vient chercher un peu trop de souffrance sur la personne qui n'a pas été prise en charge, et ça a eu beaucoup de conséquences dans la vie. Donc, on ne veut pas en parler, on ferme le bureau, puis on va ailleurs. Oui, parce que vivre avec ce trouble, autant pour les parents, c'est quelque chose évidemment de difficile, et ça demande une prise en charge de leur enfant. Déjà, être parent, c'est pas facile, mais en plus, avec un enfant qui a un trouble de l'attention, c'est encore moins facile. Et pour ces enfants aussi, c'est vraiment pas quelque chose... Toi, dans ton cabinet, tu reçois des enfants que tu remarques... Enfin, est-ce que tu remarques comment ils se sentent ? Enfin, qu'est-ce que tu dirais sur ces enfants, si tu dois faire un petit peu... Oui, encore une fois, j'ai autant d'enfants que de bilans, et j'ai autant de patients que de TDA, donc ils se ressemblent pas, et heureusement, mais oui, après, parfois, on ressent quand même une souffrance chez l'enfant, une incompréhension. Ils se sont un peu mis à part, un peu différents. Oui, mais même encore une fois, en étant très transparent, l'enfant, parfois, n'est pas forcément au cœur du bilan. Il est au cœur du bilan. On tient à le mettre au cœur du bilan. Mais le parent, il vient avec des attentes. L'école vient avec des attentes. Moi, j'ai un travail à faire. L'enfant, il verbalise pas forcément bien ses émotions. Alors, il y a plein de fois où peut-être qu'on passe à côté de certaines choses. Et quand on sent une anxiété, une grande tristesse, moi, ça m'est déjà arrivé, une grande souffrance, on recentre la demande du parent aussi. Là, on va pas forcément faire un bilan, ou en tout cas poursuivre les épreuves attentionnelles tout de suite maintenant. Ça s'articule différemment, mais en tout cas, on ressent le parent aussi sur la souffrance de l'enfant quand vraiment, parfois, elle saute aux yeux, ou pas elle saute aux yeux, mais en tout cas... Tu peux la palper un petit peu, voilà, la ressentir. Exactement, elle se délie au fil du bilan.
Mais c'est vrai que aussi, je tiens dans ma pratique à essayer de ne pas robotiser mes bilans. Quand on fait un métier tous les jours, à la fin... adapter, parce que chaque humain est unique. En fait. Exactement. Essayer de faire de la place à l'enfant dans tout ça, au milieu du neuropsy, de l'orthophoniste, la psychomotricienne, l'école, le pédopsychiatre, où est l'enfant, et même moi, parfois... Oui, parce que bien souvent, il y a toute une équipe de professionnels de santé, en fait, qui entoure cet enfant. Oui, il y en a, ils ont un plan de ministre, certains de mes patients. Quand c'est pas ortho le lundi, c'est psychomote le mercredi, pédopsychiatre le vendredi... Voilà, l'enfant aussi. Après, ça lui bénéficie. C'est comme dans tout, je pense, à savoir l'équilibre dans tout ça. À quel point ça devient un syndrome dans la famille qui prend trop de place ou à quel point c'est des aménagements qui bénéficient à l'enfant. Et tu parlais de bilan, donc tu disais qu'en tant que neuropsychologue, tu fais des bilans. Comment ça se déroule dans les grandes lignes? Juste pour donner une idée un petit peu aux parents qui nous écoutent, comment se passe un bilan dans les grandes lignes? Alors, c'est toujours la même chose. C'est 30 à 45 minutes, parfois plus. Non, 30 à 45 minutes. D'anamnèse, ça dépend. C'est vrai qu'avec les enfants en libéral, l'anamnèse prend parfois un peu de temps parce que les parents viennent pour des questions diverses et variées. En ont lourd sur le cœur aussi, parfois, et ont des choses à exprimer qu'il faut entendre. Ça dépend des parents. Parfois, on fait des anamnèses rapides. Parfois. Des anamnèses, c'est un historique de vie de l'enfant. La grossesse, l'accouchement, le développement psychomoteur, la scolarité, les émotions, le comportement, quelle prise en charge, le sommeil, l'alimentation. En fait, tu viens un petit peu contextualiser, un peu prendre la teneur. Voilà, ok. Et après, on a la partie où là, les parents sortent du bureau, et ça, c'est formel. Il n'est pas question que le parent reste pendant les épreuves. J'ai eu 2-3 fois des parents, des enfants qui avaient du mal à se séparer. Ça, c'est inenvisageable. J'ai jamais vu ça, en tout cas moi. Et après, on passe aux épreuves avec le WISC 5, qui est l'échelle d'intelligence pour les enfants, où il y a... une dizaine d'épreuves, je crois. Et après, le trouble de l'attention. Donc, on fait ce qui est assez reconnu, diverses épreuves, l'attention divisée, l'attention auditive soutenue, l'attention visuelle sélective. Et après, tout ce qui est fonction exécutive, l'inhibition. L'inhibition, c'est la capacité à freiner une réponse automatique. Quand on n'en a pas trop, on peut être assez impulsif, intellectuellement ou comportementalement. Et puis après, d'autres fonctions exécutives, la flexibilité mentale, passer d'une situation à une autre. Après, c'est un peu... on rentre dans les détails, là, mais en tout cas, voilà, de l'épreuve pure et dure, où aussi il y a beaucoup d'observations comportementales. Quand même, on fait de la place à la clinique là-dedans. Je suis pas face à un... Sinon, on aurait un ordinateur pour faire ce bilan. Et voilà, il y a beaucoup d'observations. Les enfants, ils passent les épreuves, mais ils les passent tous différemment. Et à quel moment consulter? À quel moment, quel est le moment le plus opportun? Enfin, à quel moment on peut se dire, ok, là il faut que je fasse faire un bilan, ou il faut que j'aille voir une neuropsychologue, etc. Que ce soit un adulte, mais là on était plus sur les enfants. Comment qu'est-ce que tu dirais, toi? Dans tous les troubles, ça va être quand il y a des conséquences, une souffrance qu'on appelle significative, voilà, sur plusieurs domaines de la vie. Dans le trouble d'attention, c'est aussi qu'il y a des répercussions dans deux sphères, ça c'est important, que ça dure dans la durée. On n'est pas sur un enfant qui a été agité depuis une semaine, 2 mois, suite à un contexte. On est sur quelque chose qui commence à avoir des retentissements, qui perdure, en fait, et qu'il y a plusieurs personnes aussi de l'entourage de l'enfant qui dit des choses ou qui... Exactement, qu'il y a une concordance des observations et que ça commence à créer une souffrance cliniquement significative, comme on peut dire, chez l'enfant, chez le parent, souvent c'est parfois le parent, chez l'école. Et en fait, ils vont être orientés beaucoup par les écoles, beaucoup par les pédopsychiatres également, et parfois par le parent, mais on dit que c'est un effet de mode et que les parents ont tendance à surdiagnostiquer leur enfant, mais en soi, c'est beaucoup l'école et les médecins qui en tout cas pour ma part, vers toi, vers une Exactement. neuropsy. D'accord. Ok, c'est pas vraiment les parents qui... Mais si j'y pense comme ça, j'ai la sensation là, subjectivement, que non, c'est plus l'école. Et puis les médecins, les enseignants. J'ai rarement un parent qui, de but en blanc, tiens, je vais faire tester mon fils aujourd'hui parce que j'avais rien à faire de la journée. Voilà, c'est coûteux. Donc, et que non, c'est parce qu'il y a eu des plaintes aussi beaucoup, parfois chez certains parents. Ça peut être un parent qui s'inquiète aussi, qui a l'impression que son enfant n'est pas tout à fait comme les autres. Oui. Accepté. Et après, ça va être beaucoup chez les parents. Mon entourage, il le trouve mal éduqué, j'en peux plus. On fait que des réflexions. Okay. Ça aussi, ça crée une souffrance chez le parent. C'est pas juste une plainte de l'image sociale. Parce que je fais mal mon boulot, en fait. Exactement. Il y a une vraie souffrance.
et qu'on retrouve dans les études aussi, hein, quand j'avais rédigé mon mémoire là-dessus, c'était une souffrance par rapport à un enfant qui paraît mal élevé. Oui, de l'extérieur, tout à fait. Et c'est vrai. Et c'est vrai que souvent, il y a ce jugement-là, oui, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'il y a des enfants qui peuvent paraître très agités, où on se dit c'est pas possible, il n'est pas capable de... Mais comme il ne rentre pas dans le moule, comme il bouge dans tous les sens, ou il va couper la parole. Voilà. Il est dispersé, donc forcément, on a l'impression qu'il est mal éduqué. Exactement. Alors que pas du tout. Et je pense aussi que ça met parfois les adultes mal à l'aise. Ça, encore une fois, ça n'appartient qu'à moi, c'est une réflexion. On nous a bien appris à être très sage et très cadré. Cet enfant qui se laisse aller à ses pulsions, ça dérange. Ça dérange. Forcément. Pour terminer, Maj, est-ce que tu aurais un message peut-être à adresser aux parents qui peut-être se posent des questions sur leur enfant? Oui, après, je vais faire surtout un message de prévention. Le trouble de l'attention est toujours à comprendre dans une dynamique, je pense, dans un moment de vie. Pourquoi l'enfant vient se faire bilanter à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Est-ce qu'il y a eu des déclencheurs? Quel contexte de vie en ce moment? Dans quoi ça s'inscrit en ce moment, l'expression du trouble de l'attention? Voilà, il faut le voir aussi, pas que au point de vue neuropsy, mais aussi au point de vue clinique. Si j'avais un conseil à donner aux parents, c'est d'avoir une réflexion de tout le système un peu qu'entoure l'enfant, de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, mon enfant, on décide de l'emmener. Un bilan neuropsy, il faut que ça soit réfléchi. L'enfant est prévenu. Tout le monde est cohérent dans cette démarche. Oui, et pourquoi communication, lui a expliqué pourquoi on fait ceci. Nous, on explique pourquoi. Enfin, moi, j'explique pourquoi je fais. C'est super important. Très important. Il faut que ça s'inscrive dans une vraie démarche. On ne fait pas un bilan neuropsy comme on va chez le médecin traitant pour un rhume. C'est pas ça. Donc, il y a une démarche après et que ça va surtout, deuxièmement, très important, je pense à dire, ça ne va pas venir répondre de façon miraculeuse à toutes les souffrances de l'enfant. Il y a des difficultés, certes, parfois des fonctions exécutives. Ce n'est pas pour ça que l'enfant n'est pas TDA. Il a un trouble de l'attention, ce n'est pas sa personnalité. Donc ne pas venir attribuer toute l'anxiété, le mal-être, l'agitation, tout de tout mettre sur le dos du TDA. Non. En fait. Le trouble de l'attention, c'est un trouble qui va s'exprimer à un certain moment, parce qu'il y a des facteurs, là, tout de suite maintenant, je suis fatiguée, j'ai pas envie, j'ai faim, je comprends rien, il y a trop de stimuli. Là, il y a le trouble d'attention est en tout cas bien prédisposé à ce moment-là à rejaillir. À s'exprimer. À s'exprimer, exactement. Et puis, à certains moments où on a des enfants, ils sont tout de suite maintenant, ils ont bien dormi, il n'y a qu'une consigne qui a été donnée, ils sont avec une figure d'autorité, ils sont disposés à être présents. Et si l'enfant, là, il fait n'importe quoi, on ne peut pas non plus tout mettre sur un trouble de l'attention. Ça, c'est pas vrai. Il faut le comprendre dans un système qui s'exprime à un certain moment, dans une situation. Merci de préciser que ça ne fait pas partie de la personnalité. Donc, ça ne définit pas une personne. Tout à fait. Parce que je suis un peu sensible à cette question, parce que vraiment, j'ai travaillé mon mémoire dans ce but-là. L'enfant n'est pas TDA. Il a un trouble de l'attention qui s'exprime plus ou moins à différents moments, dans certains contextes, avec certaines personnes, et qu'il faut comprendre dans son ensemble avec la personnalité de l'enfant. C'est pas un trouble figé, hein, c'est un trouble qui est en réaction avec un environnement. Tout de suite, maintenant, il répond pas à une consigne. Pourquoi ? Du coup, avant de conclure, ça m'emmène à une nouvelle question. Maj, est-ce que c'est un trouble qu'on garde toute notre vie quand on a été diagnostiqué ? Oui, les études tendraient à dire que oui. Après, c'est comme tout. S'il y a une énorme compensation et qu'on a rééduqué et qui ne s'exprime pas au quotidien, est-ce qu'on peut dire que le trouble est guéri ? Là, ça devient de de la philosophie et puis je laisse ça aux chercheurs qui répondront à ma place. Mais oui, il y aura toujours, je pense, une fragilité des fonctions exécutives. Okay. Merci beaucoup, Maj. On arrive à la fin de cet épisode. Aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, c'est que non, le TDAH n'est pas une mode, enfin, pas tout à fait. C'est une meilleure compréhension, une évolution de notre regard. Aujourd'hui, on met des mots sur des fonctionnements différents. On comprend mieux ces enfants qu'on qualifiait avant d'agités, de difficiles, de terribles ou en échec scolaire. Ce sont des enfants avec un fonctionnement neurologique atypique, et quand on comprend ça, on peut enfin les accompagner autrement. Parce que derrière ces comportements, il y a souvent de la souffrance, de l'incompréhension et souvent du rejet, et surtout un immense besoin d'être compris. Il reste encore du chemin, notamment dans le monde scolaire, parfois même dans le médical,
mais en avance. Et plus on est informé, plus on est formé et plus on peut offrir à ses enfants ce dont ils ont vraiment besoin. Merci encore beaucoup Maj pour cet éclairage et d'être venue dans notre bulle d'harmonie. Merci beaucoup, merci à vous. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve à très bientôt dans une nouvelle bulle d'harmonie.